Ok, on va commencer? C'est ça? Bonjour à toutes et à tous. Je me présente très rapidement. Donc moi, je suis Xavier Blanc. Je suis professeur à l'Université de Bordeaux, juste à côté. Je donne aussi parfois des cours ici à l'ENSERB. Je suis un des cofondateurs de la startup Promise. Bonjour à tous, Sébastien Bantier, moi je suis directeur de projet chez Sopra Steria. Et donc on va vous présenter ce qu'on a fait sur la gamification des tests et de la dette technique. Donc en fait c'est une aventure bijointe entre Sopra Steria et Promise et l'Institut universitaire de France et l'Université de Bordeaux, bref. Une étude qu'on a fait sur la mise en place de la gamification et du retour individualisé, on vous présentera ça, pour améliorer l'engagement des développeurs dans tout ce qui est dette technique et test. Je vais commencer par le contexte. Je vais vous préciser un petit peu quel était l'objectif de cette étude. Et puis ensuite, je présenterai les résultats de notre étude. Je pense que c'est ça qui vous intéresse. Savoir qu'est-ce qu'on peut avoir comme bénéfice ou inconvénient quand on applique la gamification et puis retour individualisé. Je commence. Bon, alors, juste pour vraiment démarrer par le commencement, le but du jeu, c'est qu'il y ait moins de bugs. D'accord ? Alors, on pourrait dire pas de bugs, moins de bugs. Hein, c'est ce qui coûte cher, non? C'est ça, Sébastien, chez toi? Chez Sopra Steria, on fait jamais de bug, bien Oui. sûr. C'est évident. Alors plus sérieusement, bien sûr, un bug ça coûte cher. Un bug, ça coûte cher en temps, ça coûte cher en énergie, ça coûte cher en argent, ça coûte cher en pas mal de choses. Et le bug, plus on le découvre tard finalement, et plus il coûte cher. Donc l'enjeu finalement, c'est de le découvrir au plus vite, voire de le circonscrire dès la rédaction du code. Voilà, donc ça on a mis le gros contexte, et pour ne pas faire de bugs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du code de qualité. Donc c'est simple, on ne veut pas faire de bugs, et pour pas faire de bugs, il faut faire du code de qualité. Donc on se pose la question, c'est quoi du code de qualité? Et là, je sais pas, j'espère que vous le connaissez tous, cette image, ce schéma un peu satirique qui dit c'est quoi du code de qualité? C'est super simple, il suffit de faire un A/B test, et là je sors ma super télécommande avec effet en principe génial, voilà. Je peux expliquer comment ça marche après, hein, si jamais vous cherchez les tuyaux. Donc c'est un A/B test, donc à droite, c'est l'autre côté. À droite, du mauvais code. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donner du code à des développeurs, et en fait ils vont crier, les développeurs. Ils vont faire plein de what the fuck, what the fuck, what the fuck. À gauche, on met un autre code à lire des développeurs, et là il y a moins de what the fuck. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire en gros que c'est subjectif. La qualité du code, c'est complètement subjectif. Il suffit de demander à des développeurs si c'est bien ou si c'est pas bien. Bon, ça, c'était vrai au siècle dernier. D'accord ? Fort heureusement, c'est plus subjectif maintenant, la qualité du code. Pourquoi c'est plus subjectif? Parce qu'on a des outils, des linters, donc JSint, PMD, Sonar, Checkstyle, etc., qui vont vous expliquer un petit peu les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire pour le code. Alors, on peut dire que oui, il y a certaines règles qui sont négociables. Ce qu'on sait par contre, c'est moins il y a de violations, moins il y a en probabilité de bugs. D'accord ? L'autre chose qu'on sait aussi, c'est qu'il y a les tests. Et on sait que plus on fait de tests, plus on a une couverture de ligne de code sur les tests, moins il y a de bugs. D'accord ? Donc tout ça pour dire que la qualité, c'est devenu complètement objectif, ça se mesure. Et on a des outils professionnels qui nous permettent de savoir si on a un code propre, s'il est bien testé, etc. Donc ça, c'est utilisé à 100% chez Sopra Steria? Oui, il y a des boîtes à outils qui sont mises à disposition de tous les projets, avec des indicateurs qui remontent de tous les projets, et évidemment, tous ces outils sont déployés sur tous les projets. Donc ça marche? Bien sûr, ça marche, et bien sûr qu'il reste des bugs, sinon ce serait trop facile. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Ça, c'est une petite histoire de mon étudiant. Alors, bon, je suis désolé, il y a un stéréotype. J'ai bien aimé la présentation de ce matin, mais j'utilise quand même un stéréotype, le stéréotype de la voiture. Je vais raconter l'histoire d'un étudiant qui sort de ma formation, l'Université de Bordeaux. Il a son diplôme et il rentre dans une société. Et là, il est super content, il vient me voir, je l'ai peut-être croisé aujourd'hui, il me dit « c'est génial, je suis dans une super équipe, il n'y a que des super développeurs, on a du temps pour faire du code de qualité, il y a plein de super outils, il y a plein de nouvelles technos, on fait des super nouvelles technos, on fait du Docker, on fait plein de choses, etc. C'est complètement génial. » Donc, stéréotype, il a l'impression d'être dans un intérieur tout cuir. C'est le top qualité, cette équipe. Puis en plus, son projet, c'est ça. D'accord ? Donc, je suis encore dans le stéréotype, je suis désolé. C'est quoi son projet? En gros, c'est développer une super application pour un super gros client, et ça va toucher des millions d'utilisateurs. D'accord ? Donc il a le sourire jusqu'aux oreilles, il ou elle,
Et il me dit, c'est complètement génial, quoi. Je vais enfin travailler pour de vrai. Ouais. Merci Xavier. Merci d'inculquer ce genre de choses. La vraie vie, bien sûr, elle n'est pas exactement là. Ce genre de projet, ça existe, mais le marché en lui-même, c'est pas ça, hein, la majorité des projets. La majorité des projets, ça reste quand même des TMA, ça reste quand même maintenir des systèmes existants et les faire évoluer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille régulièrement, pas tout le temps, parce qu'il y a quand même des projets comme ça, on travaille régulièrement sur des legacy systems. Des legacy systems au sens, mon système existe depuis des années, mon système marche, mais mon système évolue, et mon système, progressivement, au fur et à mesure des années, il périclite progressivement, il y a des rustines qui viennent se greffer, il y a de nouvelles technos qu'on va rajouter par-dessus, et puis ça va faire un truc tout emmêlé. Donc l'intérieur, c'est pas tout à fait ça, c'est ce que tu es en train de dire? Ouais, j'aimerais bien que ce soit ça, ouais. C'est plutôt... On déchire le papier cadeau et C'est puis plutôt on ça. montre la vraie vie. La vraie vie, elle est là. La vraie vie, elle est que mon legacy system, il a vécu. Et tout objet qui vit s'use, tout objet qui vit s'abîme, tout objet qui vit est dépassé par l'évolution technologique, mais tout système qu'il est, il doit continuer à vivre. Et la super voiture, on peut dire que c'est ça? La voiture, elle est super belle sur l'image. Tu nous montres la vraie? Elle est là. Voilà. La vraie, elle est là. La vraie, elle est là. Et forcément, vu que tu bourres le crâne de tes étudiants en disant « vous allez faire la Batmobile avec un intérieur cuir », nous, on rame derrière. Merci Xavier. Bon, vous avez compris, c'est un stéréotype. Tout ça pour dire que oui, bien sûr, il y a des projets, mais certains sont un peu plus vieux. Il faut faire avec. Dans ces vieux projets, il y aura peut-être des super moteurs, d'accord, mais est-ce qu'on a testé tous les freins? Est-ce que ça a bien freiné, etc., etc., etc. Donc ça, sur des projets legacy, on s'aperçoit que, oui, bien souvent, c'est pas comme on s'attendait à ce que ça soit lorsqu'on sort de l'école. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Notre développeur qui sort de l'école, là, il va peut-être être un petit peu moins motivé. Voilà. Donc, tous les bons réflexes qu'il avait sur la qualité, le code clean, donc moi, j'aimerais être un défenseur du code clean, faire des tests, etc. Il sait qu'il faut le faire, mais à un moment donné, voilà, il ne va pas y penser tout le temps. Il se dit, mais à quoi ça sert que je corrige une anomalie? Il y en a 7000. C'est-à-dire, il y en aura 6999. Est-ce que c'est vraiment, vraiment nécessaire? D'accord? Donc c'est ça. Et c'est pour ça que tu es venu nous voir, en fait, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit entretenir ces systèmes. On a en parallèle de ça des collaborateurs qui, effectivement, de prime abord, je vais travailler sur du Java 5 alors que j'aimerais bien travailler sur du Java 142. Angular 25, etc. Il y a quand même une motivation à avoir. Et puis en parallèle de ça, il y a les impératifs de notre métier. Je dois développer la fonctionnalité qu'on me demande, je dois la développer dans les délais, avec la charge qui m'est imposée. Et du coup, la qualité de mon code, c'est la 5e roue du carrosse finalement. Ouais. Donc tu es venu nous voir, tu nous as posé 2 challenges, tu nous as dit, OK, donc moi j'ai un problème d'engagement. En fait, je voudrais travailler sur l'engagement des développeurs. Okay. Et les 2 gros challenges, c'est la masse, parce qu'il y avait beaucoup de violations, d'accord, et le manque de fun, donc la 5e roue du carrosse. C'est ça, exactement. Donc tu es venu nous voir, et nous on s'est dit, en fait ce qu'on va faire, on va venir avec 2 concepts, donc c'est les concepts qu'on veut vous montrer, c'est ces concepts-là qu'il faut retenir. Premier concept, c'est ce qu'on appelle le retour personnalisé, ou le retour individuel. Deuxième concept, c'est la gamification. Donc on est là pour vous présenter ces 2 concepts, et pour vous montrer les avantages que ça peut avoir dans votre travail au quotidien. Commençons par le premier concept. Le premier concept, c'est ce qu'on a appelé le retour individuel ou le retour personnalisé. Si vous prenez des outils classiques, PMD, Checkstal, JSIN, Sonar, ce que vous voulez, en fait, ils vont analyser le code. D'accord? Ils vont vous dire, il y a, je sais pas, 8000 violations. Okay, mais ils ne vont pas analyser ce que vous avez fait, quel est votre impact sur le code. D'accord? Donc ça, c'est un petit problème, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand on a commencé ce travail, on s'est dit que ce serait pas mal de tourner un petit peu la caméra, plutôt que de regarder que le code, les tests, etc., le code, on va tourner la caméra, donc cette notion de caméra, elle est intéressante, on y retravaillera cette notion. On va tourner la caméra plus vers le développeur, et on va s'arrêter au commit, on va regarder le commit. D'accord? Et on va essayer de voir si on ne peut pas prendre les analyses qui sont existantes sur le code et les porter sur le commit. Et on va donner une sémantique, c'est-à-dire pouce vers le haut, bravo, super commit. Vous en connaissez beaucoup, les outils là, qui mettent des pouces vers le haut? Ah, pas. D'accord?
En fait, la plupart des outils, comme ils analysent le code, ils vous disent, voilà, là il y a une violation, là il y a une violation, là c'est pas couvert, etc., etc. Ils disent pas pouce vers le haut. D'accord? Donc là, déjà, nous, on a dit, c'est marrant, mais si on veut travailler sur l'engagement, il n'y a pas le pouce vers le haut, quoi. Et puis, si par contre, il y a le pouce vers le bas, c'est intéressant parce que c'est un pouce vers le bas qui est vers vous. Eh, là, tu as introduit une violation. Ah mince, ouais, j'ai pas vu, ok, ben, j'ai envie de la fixer. D'accord? Là, j'ai fait diminuer la couverture de test. Ah, j'ai envie de la fixer. Voilà, donc premier concept que vous pouvez réexploiter, quelle que soit votre organisation, c'est posez-vous la question si ce n'est pas possible de prendre tous les rapports que vous avez, et plutôt que de faire des rapports sur le code, ou le prod, ce que vous voulez, faites un rapport plus individualisé. Ça va plus servir les développeurs. Enfin, on va voir que ça va plus servir les développeurs. Le deuxième concept, celui de la gamification. Alors celui-là, on a été un peu fou à l'époque, et maintenant on se dit que finalement c'était une bonne idée. Donc qu'est-ce que la gamification? Il faut que je donne une petite définition. Donc ça c'est le petit interlude professeur là. Qu'est-ce que la gamification? C'est l'application des concepts de jeu dans un milieu professionnel. C'est mettre des points, des badges, des quêtes, mais dans un milieu professionnel. Ça a distingué du serious gaming. Serious gaming, c'est vous jouez et en même temps que vous jouez, vous apprenez. D'accord? Il y a plein de sites, moi j'en fais, où il y a des petites compétitions de codage. Et on peut gagner, on a des petits challenges, etc. Je ne sais pas si vous jouez à ce genre de jeu là, des coding dojo, là, c'est intéressant. Ça, c'est du serious game. C'est-à-dire que vous jouez et en jouant, vous apprenez. La gamification, c'est pas ça. La gamification, c'est vous êtes sur votre projet et vous gagnez des badges, des points. Alors j'ai ma fameuse métaphore du pilote d'avion, pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Le pilote d'avion, il s'entraîne sur un simulateur. Il fait du serious game. Il crash. C'est pas grave, c'est le simulateur. C'est serious game. Le pilote d'avion, il pilote son avion, il a des passagers, il est en train d'atterrir sur l'aéroport, je sais pas, de Bordeaux. Là, il joue pas. Là, il atterrit. Il a un vrai avion, il a des vrais passagers. Il atterrit, il y a du vent, truc de malade, et il atterrit comme un papillon sur une fleur. Il va gagner des points, il va gagner un badge. Bravo, tu as atterri, condition, force, vent, je sais pas, 21, un truc comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il va aller voir son collègue pilote, il fait « Hey, tu l'as, toi, le badge, machin ?» Voilà, ça met du fun. C'est l'idée. On va voir si ça marche, quoi. Ok. Un tout petit coup de pub, mais c'est juste pour vous présenter un peu plus concrètement ce qu'on a fait. Donc ça, c'est l'outil qu'on a développé. Et en fait, grosso modo, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris les informations qui étaient données sur les linters, sur les codes coverage, etc. Et on les a apportées, un espèce de cockpit, vers le développeur. Donc ici, tac, vous avez Camille, et là, vous avez une analyse de ses commits. Et on voit, par exemple, dette, donc -2, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle a apporté une violation de dette technique. Cov plus 15%, bravo, pouce vers le haut. Tu as une meilleure, couverture de code, c'est bien. À gauche, des médailles. À droite, des quêtes. Tout ça pour vous dire que sur un outil, on a intégré ces deux concepts. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis chez toi. Eh oui, c'est devenu chez nous. Eh ouais. Effectivement. Alors comment on a procédé? On a commencé à déployer sur un sous-projet, sur une équipe d'une dizaine de développeurs qui faisait partie elle-même d'une équipe d'une cinquantaine. Donc on s'est dit, on ne va pas déployer sur les 50, ça n'a aucun sens. Il faut d'abord qu'on se cale, il faut d'abord qu'on se rôde, il faut d'abord qu'on fasse un POC. Donc on a déployé sur une dizaine de développeurs, c'était au printemps-été 2017, si je ne m'abuse. C'est il y a longtemps. Il y a du temps qui a passé depuis. Et puis on a regardé un peu comment ça marchait, comment ça prenait. On a posé aussi des règles simples, claires, précises, écrites et respectées. La première, et elle est cruciale, et j'y reviendrai, c'est quoi que vous fassiez avec cet outil, ce ne sera pas utilisé pour l'évaluation de votre performance. Ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est de laisser l'outil dans les mains des développeurs eux-mêmes. Ça veut dire que le management du projet, qu'il soit le management opérationnel ou le management technique, ne touchez pas à l'outil et déléguez complètement l'utilisation de cet outil dans l'équipe de 10. Et puis, vu que ça marchait, vu qu'on a vu que la mayonnaise prenait et qu'il y avait un retour sur investissement très rapide, et on verra pourquoi, on a déployé sur les 50. Ouais. À l'automne, il y a un an, grosso modo. Ouais. Et il y a un an, en parallèle, tu es revenu nous voir, du coup. Ouais, pour poser des questions. Des questions. Donc ça, c'est le côté recherche. Donc c'est une vraie étude de recherche qu'on a fait. Donc c'est un focus group. Hein. En fait, ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on a pris une équipe. Voilà, on leur a donné le machin. On est parti.
Donc là, Sébastien a eu l'idée, je trouve qu'elle est excellente d'ailleurs, de ne pas s'impliquer. On en reparlera par la suite. Hein. Et puis le chercheur que j'étais, et que je suis tout le temps, a essayé de ne pas rentrer, de laisser. Okay, donc c'est vraiment un focus group. Et puis je suis revenu 3 mois, 4 mois après, et j'ai posé des questions ouvertes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est une vraie étude scientifique, donc ça c'était assez marrant. C'est une première pour moi, ça s'appelle une étude qualitative. Et donc du coup j'ai interviewé une dizaine de développeurs, je pense, et j'ai écouté ce qu'ils avaient à me dire. Je reprenais le ressenti. Je reprends le ressenti, ensuite chaque phrase ressenti je la coupe, hop, je l'ai posée, ça c'est mon bureau juste à côté d'ici. Je l'ai posée sur des grandes tables avec plein de petites idées. Et puis ensuite qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé de grouper des petites idées et puis sortir des grandes idées. D'accord? Donc l'intérêt de l'approche, là, c'est une étude dans laquelle on ressort les grandes idées. Je compte pas, j'ai pas compté. Donc c'est une analyse qualitative, je suis infoutu capable de vous dire tant de pourcents des développeurs pensent que. Non, il n'y a pas de pourcentage du tout. Il n'y a que, voilà, cette idée est exprimée, et je trouve qu'elle est intéressante. Donc il y a un biais, le biais du chercheur, qui vous présente ses résultats. On n'est pas dans une démarche quantitative. On y va? Vous voulez peut-être les résultats du coup, non, j'imagine. Voilà quoi. On a présenté un peu le contexte, on va maintenant présenter les résultats. Alors, les résultats, on va les présenter par concept. Premièrement, retour individualisé. Deuxièmement, gamification. Retour individualisé. Tu commences? Je commence. Retour individualisé, finalement, les résultats, c'est quoi? C'est la première chose qu'on voit apparaître, finalement, c'est que notre cerveau, il n'est pas fait pour faire du big data. Donc, les sonars, les machins, les trucs où il y a une masse d'informations gigantesques, le développeur, il ne va pas aller chercher son impact à lui. Et ce qu'on voit comme résultat quand on lui amène directement son impact sur le code, c'est qu'il va y prêter une attention très forte. Xavier l'a dit tout à l'heure, quand il voit le pouce en bas, ça déplaît. Et du coup, on ne veut pas refaire la même bêtise. Et à l'arrivée, on s'aperçoit que ça ne sert à rien d'avoir un nombre d'infos incalculable. Il faut que l'info, elle soit personnalisée et elle soit directement absorbable par le cerveau. D'où le less is more. Ouais, less is more, qui redit là, c'est une cote. Donc on a un côté, c'est anonyme, hein, ce qu'un développeur a dit. On voit vraiment ce qu'on a fait, nous. Voilà. Donc c'est ce qui manquait avant. C'est-à-dire que oui, il y avait des analyses, oui, il y avait des rapports. Mais en fait, ils n'étaient pas liés avec l'auteur. Voilà, qui a fait quoi. Okay. Et là, quand c'est lié, eh ben ça permet d'être plus intelligible, et puis ça permet une prise de conscience. Une prise de conscience, ça c'est le deuxième gros message qu'on a vu, c'est-à-dire que grâce à ça, grâce au retour individualisé, alors maintenant on a des notifications Slack carrément, quoi. Une petite notification Slack qui vous dit pouce vers le haut ou pouce vers le bas, quoi. Certains ne veulent même pas voir le pouce vers le haut, ils veulent voir que le pouce vers le bas. D'autres ils veulent voir la notification à la fin de la journée ou après un gros commit. Mais en tout cas tous, j'ai pas compté. En tout cas ce qui est sûr, c'est que ça amène une prise de conscience. Ça rend le truc concret, d'accord? Quand vous passez de 47,5 à 48,9% de couverture de test, vous ne savez pas trop ce que ça veut dire. Quand on vous dit bravo, tu as augmenté la couverture, là vous comprenez l'impact. Vous savez que votre contribution elle a amélioré la qualité du logiciel et donc le bien-être de l'équipe. Donc ça c'est vachement important. Donc on a une prise de conscience qui est forte. Et par contre, de suite on a posé la question, du coup vous avez appris de nouvelles choses? Non. Personne nous a dit j'ai appris de nouvelles choses, enfin, à la marge. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde connaît les règles, tout le monde sait ce que c'est qu'un travail de qualité. Moi, je fais des confs où je monte du clean code. Tout le monde dit ouais, mais c'est normal de faire comme ça. Ok. Est-ce que vous le faites tous les jours? Peut-être pas. D'accord? Et donc là, on a une prise de conscience. Ça, c'est vachement important. Tu confirmes? Ah, mais c'est essentiel en fait. C'est juste essentiel. Ce qu'on s'aperçoit effectivement, c'est que nos jeunes ingénieurs qui sortent d'école, ou même les plus expérimentés, ils savent. Il n'y a aucun problème, vous les formez super bien. Ouais, merci. C'est gratuit, c'est un cadeau. Non, sérieusement, oui, ils savent, il n'y a aucun problème. Le jeu, après, une fois qu'on arrive en ESN, ou dans toute entreprise finalement, c'est que cette connaissance, elle se transforme en automatisme. Elle se transforme, elle vient s'ancrer dans l'ADN des collaborateurs. Et cette prise de conscience, c'est ça qui fait le passage de « je sais » à « je fais sans même y réfléchir ». Parce que c'est dans mon ADN. Et ça, c'est tout le jeu qui arrive quand l'entreprise commence à finalement former ses collaborateurs. C'est tout ce qu'on essaye de faire via plein de choses, des formations, des coding dojo, des katas, de tout ce que vous voulez. Et bien ça renforce
encore plus, et je ne dis pas que ça vient à la place d'eux, ça renforce toutes ces actions, et la prise de conscience, elle est indispensable. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? J'ai pris conscience de l'importance de certaines règles. Donc la prise de conscience déjà que on n'est pas, je dirais, on fait des bêtises de temps en temps, j'ai envie de dire bêtises, même si parfois c'est pas bien grave. Donc on prend conscience de ça. On prend aussi conscience de l'importance de certaines règles. Il y a des gens qui nous ont dit, ouais, j'ai vu ça, du coup je suis allé voir l'équipe. Qu'est-ce que vous pensez de cette règle? Communication d'équipe, ça a renforcé la communication de l'équipe aussi, ça, ce genre de choses. Cette prise de conscience, elle est devenue collective, individuelle, puis collective. C'était vachement important. Le dernier point, en fait, c'est que ça a changé, donc tu parlais d'ADN, ça a changé leur motivation face au commit. Donc ce qu'on a vu, c'était que les développeurs qui avaient pris conscience changeaient vraiment profondément leur manière de committer, et donc utilisaient beaucoup mieux les linters, les outils de test, etc. Donc ils étaient beaucoup plus vigilants vis-à-vis de la qualité de code. Mais carrément. Carrément, c'est-à-dire qu'on voit, et très rapidement finalement, le changement de mindset des développeurs. Ils vont être davantage motivés à faire attention à ce qu'ils font au niveau qualité du code, ils vont être davantage motivés à corriger leurs erreurs, ils vont être davantage motivés même collectivement. Il y a une émulation collective qui va se créer pour faire du code propre d'entrée de jeu et qu'on n'y revienne pas dessus. Et ça, derrière, c'est tout bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour le collaborateur parce qu'il s'améliore tout de suite et puis il a son retour directement sur ce qu'il fait lui. Et ça, c'est extrêmement important. C'est bénéfique pour l'entreprise, c'est bénéfique pour nos clients. Il y en a qui font de la revue de code là dans l'amphi là. Ouais, ok. En fait, c'est vachement lié à la revue de code. D'accord? C'est vachement lié à la revue de code. Sauf que ce qui est bien ici, c'est que c'est un espèce de robot qui nous fait la revue de code. Et donc, ça va permettre d'améliorer la revue de code. En gros, c'est l'idée, en fait, quand je fais de la revue de code, moi je fais de la revue de code, j'ai pas envie de dire, là, ouais, machin, il te manque ceci, là, il te manque cela. Des petits trucs qui peuvent être levés par un linter, ce genre de choses. Donc là, il y a une espèce de revue de code qui est automatisée, d'accord, et qui va permettre, quand on fait de la vraie revue de code, parce que les outils automatiques, je pense que vous allez être tous d'accord avec moi, avec une bonne revue de code, c'est inautomatisable, on ne peut pas automatiser ça. D'accord ? Donc là, on va améliorer la revue de code. Et on est en train aussi de se poser la question si on ne peut pas intégrer ces concepts dans de la revue de code. D'accord ? Pour voir un petit truc qui dirait, ouais, c'est bon, j'ai fait ta revue de code, retour individualisé, tu peux aller voir, tu peux bosser. D'accord ? Donc ça, c'est aussi important, quoi. Donc une question qui se pose par rapport à la revue de code, ça amplifie la revue de code. Ça change complètement l'ADN et ça, je dirais, met en avant ce genre de pratique super importante. Deuxième partie, la gamification. La gamification, ça, c'était plus que marrant. Pour moi qui ai fait des entretiens, là, j'avoue que j'ai passé énormément de bons moments à écouter ce que les développeurs m'ont dit, quoi. Ah oui, alors on se force à écrire des tests unitaires, la petite cote, on s'applique davantage. Oui, donc ça, sur les tests unitaires, ça a été complètement important. On a vu vraiment des gens qui écrivaient beaucoup plus de tests qu'avant. Ça, c'est une découverte. Alors, sur la gamification. Sur la gamification, on aime bien commencer par celui-là. Alors, notre gamification, elle est ouverte. Déjà, je vais passer un peu rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous commencez à forcer les gens à rentrer dans la gamification, il y en a chez qui ça n'a pas marché. D'accord? Ça doit être ouvert, ça doit devenir volontaire. Donc nous, on a des salons de jeu là dans notre outil. Vous pouvez rentrer dans un salon de jeu. Quand vous rentrez dans un salon de jeu, c'est un acte volontaire. Vous entrez dans un salon de jeu, vous partagez vos scores avec vos collègues. D'accord? Quand quelqu'un rentre dans un salon de jeu, parfois c'est un développeur joueur, il est rentré dans le salon de jeu, compétiteur. Alors c'est qui? Le développeur joueur compétiteur. Alors, je vous raconte l'interview, je vois cette personne, je lui dis alors, qu'est-ce que vous faites voilà, dans votre journée, est-ce que ça a changé quelque chose? Moi, tous les matins, j'allume l'outil, je rentre dans le salon de jeu et je vois mon score, et j'espère que je suis premier. D'accord? Pourquoi? J'espère que ce n'est pas l'autre qui est premier, parce que s'il est premier, ça m'ennuie, et j'espère que demain, ce sera moi le premier. D'accord. Donc c'est une compétition. Non, ce n'est pas une compétition. C'est pas une compétition, non. Mais vous voulez être premier? Oui. C'est une compétition alors. Non, c'est juste comme ça, on se chambre, voilà, quoi, c'est rigolo, ça met du fun. D'accord, alors bon, j'espère que vous comprenez un peu ce qu'il veut dire. Moi j'ai compris, c'est que, ouais, il y a un petit challenge, voilà, entre les développeurs, joueurs, compétiteurs. Il y en a qui, dès qu'ils voient cette présentation, disent ah, j'ai envie de jouer. On les connaît, ceux-là.
D'accord. Néanmoins, c'est pas une compétition. Le but en soi, c'est pas d'être premier, c'est pas d'être deuxième ou ce genre de choses. Voilà, ça rajoute du fun. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est que ce fun, eh ben, ça diffuse sur toute l'équipe. C'est toujours rigolo de voir deux illuminés là faire, voilà, s'envoyer des petites piques, etc., quoi. Donc ça rajoute du fun pour ces développeurs, joueurs, compétiteurs. Tu confirmes, Ouais, complètement. On voit sur les plateaux les développeurs se chambrer gentiment, hein. Et la preuve, c'est que l'outil dont on parle, en tant que directeur de projet, je ne l'ai jamais ouvert. Et pourtant, je savais très bien qui était premier. Je savais très bien qui était premier parce qu'en passant sur les plateaux régulièrement, eh ben, les pics, je les entendais et donc on savait facilement qui était premier, qui était compétiteur joueur, etc., etc. Et ça, effectivement, ça ramène du team building dans les équipes, ça soude les équipes et ça les éclate pas avec l'aspect, on va dire, néfaste du jeu tel qu'il peut arriver et dont on reparlera tout à l'heure. Ouais. L'autre chose qu'il nous faut préciser aussi, c'est que donc on a beaucoup bossé notre copie sur la gamification. Si jamais vous voulez voilà, discuter avec moi de ces notions de compétition, vous pouvez venir me voir. On a fait beaucoup d'erreurs, hein, faut avouer. Donc on en fait moins maintenant. On se proclame pas expert, mais on a une expertise. Donc notamment, on a fait en sorte que le jeu puisse se renouveler. Donc on peut resetter, voilà, on reset le niveau. Comme ça, quand il y a un nouveau qui vient, il n'est pas à milieu des autres. On a plusieurs badges, et en fait, c'est un classement qui dépend du nombre de médailles d'or que vous avez. Donc, il y a une médaille, c'est le bon samaritain. Il faut corriger les anomalies qui sont faites par les autres, par exemple, quoi. Il y a une médaille, c'est qu'il ne faut jamais avoir fait d'erreur. Voilà, donc ce genre de choses. Et donc, en multipliant les jeux, et puis de temps en temps, en remettant un coup à zéro toutes les médailles, ça rend le truc fun, quoi. Voilà, ça rend le truc fun, on ne se prend pas trop la tête. Si jamais, pendant un sprint, vous n'avez pas la médaille, c'est pas grave. Ce sera celui d'après, quoi. Voilà. Donc voilà, si jamais vous avez envie de mettre en place de la gamification, venez me voir, hein, c'est assez rigolo en fait, il y a pas mal de choses à faire, et puis il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, quoi. Je crois qu'on a une cote, ouais, on va regarder le nombre de médailles qu'on a obtenues sur le salon de jeu, il y a une émulation entre les développeurs, c'est clairement ça, quoi. Donc les développeurs, joueurs, compétiteurs, ils mettent un peu l'ambiance, quoi. Voilà, l'ambiance sur le plateau, quoi. Alors, on a eu d'autres développeurs qu'on a appelé, si je me rappelle bien, les développeurs, joueurs, spectateurs. Voilà. Donc ça, c'est des gens qui rentrent dans le salon, tac, ils rentrent dans le salon, ils jouent pour faire partie de la fête. Voilà. Ils regardent, ok. Par contre, ils sont assez contents, ceux-là, parce qu'ils se disent, c'est cool, moi je joue, bon, ok, je suis pas comme les trois furieux là. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que je vois que ouais, j'ai des badges, j'ai des médailles, quoi. Je veux dire, je sais pas. Voilà, donc il n'y a pas vraiment. Alors oui, aussi notre gamification, elle est que positive. Ça aussi, c'est une autre clé, c'est-à-dire que nous, on ne sanctionne pas. Voilà, vous gagnez des médailles, vous ne perdez jamais de médailles. Vous gagnez des niveaux, vous ne perdez jamais de niveau. D'accord ? Si vous faites que des actions nocives, bon, c'est compliqué de gagner de médailles, hein. Ça c'est vrai, mais ça n'arrive jamais. D'accord ? Donc là, on a l'évaluation, un petit peu par rapport à l'équipe. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on fait des belles choses? Il y en a qui sont assez contents parce que finalement, ils sortent de l'ombre, quoi. Mais moi aussi, je fais du bon travail. Je confirme. Ouais, complètement. Ça permet de mettre une gratification sur le développeur, c'est-à-dire que lui dire ce qui est bien, déjà c'est quelque chose que humainement on fait rarement, et ça c'est bien dommage. L'outil, lui, va le faire automatiquement. Et du coup, ça va permettre une émulation aussi par là, par ce biais, et ça va renforcer l'aspect gamification, ça va renforcer derrière l'aspect retour personnalisé, et ça va renforcer en cascade l'apprentissage et la prise de conscience dont on parlait tout à l'heure. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que les retours personnalisés, c'est ni plus ni moins qu'un accélérateur de montée en compétences, et la gamification, c'est un accélérateur d'accélérateur, finalement. J'aime bien cette benchline, hein. L'accélérateur d'accélérateur. Une petite cote, voilà, meilleure considération de nos actions et de la dette qu'on ne crée pas, enfin en gros, ouais, okay, petite faute là. Moins de défauts créés car restitue visuellement aux autres via le classement, elle est donc plus soucieux. Ouais, ce côté un peu, voilà, on voit que je m'applique, on voit que je fais des choses bien, c'est important. Il y a visiblement d'autres contextes, d'autres pays où on me dit, donc j'ai envie de tester moi ça dans d'autres pays, on me dit que carrément, quoi, dès qu'il y aurait un pouce vers le haut, il y aurait le mail en disant ouais, j'ai fait ça, quoi. Je veux le crier à tout le monde, je veux crier ma joie, je veux partager ma joie avec tout le monde, quoi. Donc ça c'est intéressant. Alors, on l'a pas eu. Monsieur Rashkit. Vous connaissez tous Monsieur Rashkit. Qui c'est Monsieur Rashkit? C'est celui qui prend le plat de jeu et qui fait et voilà, il n'en peut plus, il craque complet, ça va pas, quoi. C'est quoi ce truc-là? Alors on a eu des gens, ça c'est vrai.
on a eu des gens qui nous ont dit, mais non, moi, les badges, les points, vous êtes gentils, mais non, c'est pas mon truc, quoi. Ok, rentre pas dans le salon, rentre pas dans la game. Ça va, d'accord? Pas de souci, ils sont complètement d'accord. C'est pour ça c'est optionnel, la gamification. C'est pas forcé. Si vous mettez un pistolet sur la tête de quelqu'un, joue maintenant. Je doute qu'ils prennent du plaisir, d'accord? Par contre, on a eu 2-3 petits trucs qu'il faut surveiller. Alors, le nombre de médailles est parfois biaisé, par exemple pour les personnes qui font très peu de développement. Alors ça, on a eu, moi je suis à 80%. Alors au début, oui, ben, c'est bien. Oui, mais du coup, je fais moins de commits. Oui. Du coup, j'ai moins de badges. Ah oui. Voilà. Donc la gamification, elle ne peut pas être juste. D'accord? Ça va dépendre de vos profils, ça va dépendre de vos projets. C'est quasiment impossible de faire un jeu juste à 100%. Et ça rejoint ce que tu disais au début, parce que du coup, ça ne peut pas être lié à la performance. C'est pas juste, ça va dépendre, vous êtes à 100%, vous êtes à 80%, c'est un projet où il y a actuellement un pic, il faut faire beaucoup de commits, ou pas. D'accord? On avait eu un autre truc, je crois. Oui, des gens qui disent, ouais, moi je gratte un petit peu, là je suis en train de suivre un fichier, je vois qu'il y a des trucs à corriger, ça me permet d'avoir une petite médaille, tac. Si vous liez ça à la performance, les personnes vont faire que ça, puis ça va les dévier de leur objectif projet, quoi. Donc il faut faire un petit peu attention. Il y a une animation à faire. On en reviendra sur cette notion d'animation. Ouais, et je rajouterais que finalement, parce que c'était une de nos craintes finalement, c'est que le jeu entraîne le jeu et que ça a un impact derrière sur le résultat. Et le résultat, ça reste quand même développer la fonctionnalité en faisant du code de qualité tout en respectant les charges et les délais. Et bien à l'arrivée, on n'a pas eu de comportement déviant où je rends en retard parce que j'ai voulu marquer un maximum de points. Ça, on ne l'a pas eu. Et finalement, la conclusion qu'il faut en tirer, c'est que de toute façon, et on le voit sur d'autres choses, c'est que nos collaborateurs, ils ont une conscience professionnelle et ils savent très bien où mettre la limite du jeu. Ça reste de la gamification. Ça reste de la gamification. Alors, conclusion, donc vous l'avez compris, on est venu ici vous présenter 2 concepts qui semblent pour nous plus qu'importants et plus qu'intéressants dans un milieu professionnel de développement. Le retour personnalisé et cette gamification. J'adore ta punchline en disant que le retour personnalisé, c'est l'accélérateur, et la gamification, c'est l'accélérateur de l'accélérateur. Ça, je trouve que c'est complètement bon. Ce qu'on visait, c'était l'engagement. Donc là, on l'a. On a un engagement qui est positif. D'accord? Est-ce que ça améliore la qualité? Alors, moi, je suis chercheur. J'ai refait derrière une étude statistique. J'ai compté le nombre de violations pour voir si jamais ça descendait. Et les résultats étaient trop bons pour être honnêtes. D'accord? Il y avait une diminution comme ça des nombres de violations. Bah oui, mais c'est normal, parce qu'il y a une valorisation du développeur, hein, ça lui plaît, qu'on pense à lui, qu'on prenne un outil pour qui travaille mieux. Donc du coup, il est beaucoup plus impliqué là-dessus. Ensuite, il y a eu des messages des managers, voilà, la dette, c'est important, donc normal. D'accord? C'est pas que ces 2 concepts. Maintenant, ce que tu nous dis, c'est que oui, ça diminue. Ouais, avec un an de recul, alors ça ne reflue pas drastiquement. Non. On ne résorbe pas une dette de plusieurs milliers de défauts, mais la courbe, elle est descendante. Elle est descendante alors qu'avant, elle était ascendante. Et ça, c'est pleinement positif. La dette technique, c'est quand même quelque chose que de plus en plus de clients mettent dans leur contrat et sur lequel il faut juguler cette dette technique. Parce que tout le monde a pris conscience aujourd'hui qu'un SI, sa vie, et on revient à l'image de la voiture, et sa vie pendant des années, même en pleine transformation digitale. Donc, derrière, le fait de voir refluer la dette technique sans effort supplémentaire, c'est tout bénef finalement. C'est tout bénef pour tout le monde. Et comment ça s'explique? Ça s'explique qu'on ne crée pas de nouvelles dettes parce que les bonnes pratiques sont dans l'ADN des développeurs et on reflue parce qu'on en profite au fur et à mesure pour corriger sans dépassement d'aucune sorte. Donc voilà, alors après on a appris beaucoup de choses. Donc déjà pour nous, donc Startup, là, ça a été une opportunité énorme de pouvoir travailler chez Sopra Steria et on en retire 2 leçons qui sont venues avec ce cas d'étude. Le premier, c'est le lien avec la performance. Dès que vous bougez la caméra du code vers le développeur, normal. La première question c'est ouais mais ça ne va pas être utilisé contre nous, c'est toujours contre. Hein. D'accord? Est-ce que mon salaire ne va pas dépendre du nombre de violations? Ou est-ce que mes droits, est-ce qu'on va pas me dire, bah, toi, tu n'as pas le droit de committer, tu fais trop de violations? D'accord? Ils ne vont pas dépendre de ça.
Donc ça, c'est naturel. S'il n'y a pas la question, c'est pas normal. Donc maintenant, on propose cette approche dans d'autres sociétés et on a la question tout le temps. S'il n'y a pas la question, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc on a vu, grâce à toi, Sébastien, qu'il fallait que ça soit mis en dehors de la performance. Le retour individuel, il ne peut pas être juste à 100%. La gamification, ça ne peut pas être juste. D'accord? Et donc, si c'est complètement décorrélé, les développeurs, ils vont prendre ça. Moi, je suis développeur, hein. Je vais le prendre et je vais m'amuser. Et donc, tac, ça a marché. Le deuxième truc qu'on a vu, c'est l'animation. Alors ça, c'est dans l'équipe de Sébastien. Il y a 2 personnes qui ont été complètement fans de l'approche et qui ont organisé. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était nécessaire d'avoir des organisateurs, hein, des animateurs. On cherche un mot. Si vous avez un mot à nous donner, donnez-le nous. Il est nécessaire d'avoir cette personne qui va animer. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui vient en plus. Donc au début, il faut former un petit peu les développeurs pour dire hey, tu as vu ta notification, qu'est-ce que tu en penses, comment tu peux la faire? Puis certains, ils vont vouloir paramétrer cette notification. Moi, je veux l'avoir dès que j'ai commité, moi, je veux l'avoir le soir, moi, je veux l'avoir le matin, moi, je veux voir les pouces vers le haut, etc. Donc il faut un animateur qui explique cela, qui fasse que ça rentre dans le comportement. Ensuite, il y a le jeu. Le jeu, là encore, il faut un animateur. Parce que ça peut être déviant si on laisse juste le jeu comme ça, là. Faire un petit peu attention, il faut remettre le score à 0. Il faut peut-être gonfler la difficulté. Il y a des quêtes aussi. On n'en a pas parlé, il y a des plans d'action. Il faut mettre des plans d'action. Il faut rythmer un petit peu tout ça. D'accord? Donc ça, c'est de la deuxième leçon qu'on a apprise grâce à l'expérience. On ne prétend pas avoir tout appris, hein, mais c'était vraiment important comme leçon. Tu confirmes? Ouais, on le voit, puisque maintenant, ça fait plus d'1 an qu'on commence à avoir du feedback important. L'engagement pris par le management de ne pas lier à la performance, il a été essentiel en fait a posteriori. Les développeurs nous le disent d'eux-mêmes aujourd'hui. Ok, tu nous l'as dit, tu t'es engagé à ce que ce ne soit pas utilisé pour la performance. Les premiers jours, la première semaine, on y allait avec les freins. On n'était pas sûr. Et une fois qu'on a vu qu'effectivement, c'était pas lié à la performance, là on a utilisé. Et ça nous a plu. Et on est rentré dans le jeu. Et on l'a pris en main. Et effectivement, la deuxième chose, c'est l'animation. Un jeu, et c'était une de mes craintes au début, c'est même peut-être la plus grosse crainte que j'avais, un jeu, quand on y joue, au bout d'un moment, on s'en lasse. Sauf s'il y a du renouvellement. Aujourd'hui, plus d'1 an après, même 1 an et demi après, les premiers joueurs sont toujours joueurs. Il n'y a pas eu de lassitude. Il n'y a pas eu de lassitude parce qu'on peut renouveler effectivement les quêtes, les plans d'action. Il n'y a pas eu de lassitude parce que là encore, c'est eux qui administrent le jeu, entre guillemets. Il n'y a pas eu de lassitude parce qu'il y a toujours des nouveaux joueurs. Il n'y a pas eu de lassitude parce qu'on peut réinitialiser. À l'arrivée, ils utilisent toujours ce jeu, cette gamification, et ils l'utilisent aussi toujours parce qu'ils font la part des choses entre un jeu, chez eux, et le jeu en entreprise. D'où le fait que ma crainte, elle s'est envolée aujourd'hui. Et aujourd'hui, 1 an et demi après les débuts, ce qu'on peut dire, c'est que dans tout le groupe Sopra Steria, c'est déployé. Donc ça montre bien que les 2 résultats majeurs sur retour personnalisé et gamification, ça marche, ça a marché, ça marche, ça marchera, parce que c'est des leviers extrêmement importants. Et effectivement, ça ne pallie pas le reste. On continue à faire tout ce qu'on faisait déjà avant, c'est juste des accélérateurs. On met un peu le focus sur l'humain, sur le développeur. Voilà, on a voulu finir un tout petit peu en avance, en espérant qu'il y ait des questions. Sinon, vous irez manger un peu en avance. Merci en tout cas. Alors, qui lance la première question? Ouais. Merci. Alors moi j'aime beaucoup l'approche globale, mais il y a quand même quelque chose qui me gêne, c'est que on ne fait pas du code à la base pour gagner des badges ou être premier du classement, on fait du code parce que ça nous permet de nous améliorer nous-mêmes, ça donne un exemple pour les personnes qui sont moins fortes dans l'équipe et surtout ça nous permet de perdre moins de temps une fois en production pour corriger des bugs, satisfaire un client, etc. Est-ce qu'on ne perd pas un peu de point de vue, on perd pas un peu de vue ces objectifs-là quand on court derrière des badges? Non, justement, c'est-à-dire que on n'a pas ce comportement déviant qui serait de focuser sur le jeu. On ne l'a pas vu. Les collaborateurs, ils savent faire la part des choses. Et l'objectif premier, et je suis d'accord avec ça, l'objectif premier, vous venez de le dire, c'est bien celui-là.
C'est du plus, la gamification. C'est ni plus ni moins que du plus. Et qu'un accélérateur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le carburant qui vient en dessous, on a beau appuyer sur l'accélérateur, il n'y a rien qui va se passer. Je reprends l'analogie de la voiture, je suis désolé. Mais, donc ça n'est que du plus et il n'y a pas ce genre de comportement déviant. On reste quand même focus sur l'objectif premier qui est de développer un logiciel de qualité en temps et en heure avec la bonne qualité de code. Alors merci. Alors je risque de faire une double question, hein, mais désolé. Alors là, moi, une des choses qui m'a un peu fait tiquer, c'est le côté feedback personnalisé. Est-ce que ça ne va pas un petit peu à l'encontre de certaines philosophies qui poussent maintenant à plus aller dans l'appropriation collective du code, notamment dans tout ce qui vient du craft? Est-ce que quelque part, ça montre pas qu'il y a peut-être un manque au niveau de la philosophie des équipes d'essayer en fait d'enseigner aux autres? Parce que moi, ce que je peux remarquer, c'est que des fois, même dans le sein d'une même équipe, on va avoir des phénomènes de stigmatisation des personnes. Et je ne parle pas de la gamification, mais elle peut emphaser ça, qui est que cette personne-là, elle fait toujours du code comme ça, et voilà. Et là, en plus, on a des badges où le manque de badges montre que voilà. Et la deuxième question, c'est, j'ai bien compris au niveau Score Obsession que vous voulez faire en sorte qu'en n'objectivant pas les développeurs là-dessus, que derrière on ne fasse pas du jeu pour le jeu. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où le jeu n'est plus là? Est-ce que derrière on n'a pas investi plus sur la stratégie que la culture? C'est-à-dire, est-ce qu'on a investi sur un outil qui permet de s'assurer de tout ça, mais est-ce que les gens ont bien compris en fait que l'outil, c'est juste une aide, mais qu'il faut que ce soit ancré en fait après vraiment un automatisme conscient? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, carrément. Ouais. Je vais commencer à répondre. Vas-y. Alors, c'est une crainte qu'on avait, hein, mais alors je vais faire un peu mon professeur. C'est très proche de la théorie du jeu de Nash, où en fait, il te montre que l'intérêt individuel va retomber sur l'intérêt collectif. Donc, des choses qu'on a vues, c'est avec le retour individuel, il y a des gens qui ont dit « je ne comprends pas ça ». Hello, quelqu'un peut m'aider? Je ne comprends pas. Voilà, il y a cette règle-là. Si elle avait été juste sur le code, personne n'aurait remarqué le machin, quoi. Donc on a plutôt vu l'inverse, c'est-à-dire des retours individualisés qui ont déclenché des comportements collectifs, plutôt que des retours individualisés qui ont annulé des comportements collectifs. Voilà. Donc tout ce qui était comportement collectif, c'est rien qui a été annulé. Par contre, on a vu de nouveaux comportements collaboratifs émerger. Notamment, je lève ma main parce qu'il y a une notification que je ne comprends pas. Ça répond, j'espère, à la première question. La deuxième question, c'est une super bonne question d'étude. La question, c'est j'enlève le jeu, qu'est-ce qui reste, hein? C'est ça, en fait, quoi. À un moment donné, mais la comparaison n'était pas bonne, on comparait cette approche à un GPS. Et je ne sais pas quel type de conducteur vous êtes, mais moi, le GPS, il est jamais très loin. Pour savoir s'il n'y a pas un bouchon, pour savoir s'il n'y a pas une route qui a été barrée, la rocade qui est fermée, ou ce genre de choses. D'accord? Et on pourrait se poser la question, est-ce qu'on sait conduire sans GPS? Voilà. L'intuition que j'ai, mais ce n'est qu'une intuition, et c'est pour ça que j'ai envie de dire c'est un super objet de recherche. L'intuition que j'ai, c'est le jeu, c'est un accélérateur d'accélérateur, quoi. Donc ça ne devrait pas changer. Voilà. Maintenant, ouais, j'aimerais bien étudier ça. Ce serait sympa de voir après, une fois qu'on a joué, si on enlève, est-ce qu'il n'y a plus de fun et du coup on oublie? Je vais apporter les premiers éléments de réponse, puisque parmi les joueurs, entre guillemets, qui ont joué durant les 1 an et demi, certains sont allés sur des projets où il n'y a plus le jeu. Et c'est pour ça que je prends toujours l'analogie de l'ADN. C'est-à-dire qu'une fois que c'est dans ton ADN, tu ne réfléchis plus à ce que tu fais, tu le fais automatiquement. Et du coup, les collaborateurs qui sont passés sur d'autres projets ont gardé les bonnes pratiques, sans le jeu. Donc, d'où l'analogie de l'ADN finalement. Le jeu ne fait qu'accélérer la prise de conscience et le retour personnalisé avec. Les deux accélérateurs mis bout à bout font que ça rentre dans l'ADN et qu'on peut enlever le jeu au bout d'un certain temps. Le collaborateur, il a tellement l'habitude de le faire de la bonne manière qu'il va continuer à faire de la bonne manière. Il n'y a aucun problème. Après, il faudra faire une étude, effectivement, mais en tout cas, c'est les retours que moi je peux faire sur le terrain, c'est ça. D'autres questions? Ouais, il y a une question là-haut. Faut courir, Arthur, un peu de sport.
Merci. Du coup, pour le côté de la personne ne veut pas jouer, vous avez dit c'est pas grave. Ouais. Mais dans un projet, si tout le monde joue, juste cette personne-là joue pas, est-ce qu'elle va pas se sentir exclue? Et le team building, c'est un peu loupé. Donc dans ce cas-là, comment on fait pour éviter? Ouais, l'animateur va vraiment essayer de faire entrer effectivement s'il y a quelqu'un qui est anti-jeu et qui trouve que c'est infantilisant et voilà. Je pense qu'il faut trouver un compromis, peut-être prendre du temps, pas jouer au début, quoi. Effectivement, enfin, ça reste un accélérateur d'accélérateur et en aucun cas il faut dire ok maintenant c'est comme ça. Je pense qu'il faut y aller piano, etc. Effectivement. Je pense qu'il y a... Certains dans l'équipe n'ont pas joué de mémoire. Ouais. Et ils n'ont pas été stigmatisés pour autant. Après, c'est à nous, managers, aussi de mettre les garde-fous à un moment ou à un autre. Ces comportements-là, et qu'il y ait jeu ou qu'il n'y ait pas jeu, ils ne sont pas acceptables dans une équipe. Ce qu'on constate par contre, c'est que quel que soit l'âge dans l'équipe, finalement, le collectif va faire un effet d'entraînement. Maintenant, il y aura toujours certaines personnes qui seront réfractaires et finalement, j'ai envie de dire c'est normal. Mais il faudra faire effectivement attention et savoir gérer la stigmatisation qui pourrait apparaître et qui serait complètement nocive là pour le coup. Donc merci. Donc une autre question. Donc la gamification elle est basée sur des métriques. On parlait tout à l'heure de code coverage. On sait que c'est une métrique qui ne sert à rien. Non. On sait que c'est une métrique qui ne sert à rien. Non. Parce que c'est pas ça qui fait qu'on fait de meilleurs tests. Par exemple, la mutation testing permettrait de faire beaucoup plus de choses. C'est pareil, la mutation testing, il y a d'autres. Je rentre pas dans le débat. Okay. On pourra en discuter. Et le truc, c'est en fait de savoir, grosso modo, si on est à la course à la métrique, parce que c'est la métrique qui pilote, c'est facile de faire passer des tests au vert de manière à augmenter. Donc comment en fait là, l'outil est capable un petit peu d'analyser la qualité en fait des tests. Ouais. Alors, le biais des outils automatiques reste et demeure. Nous, on se sert de ces outils, voilà quoi. Après, moi, je jette pas les métriques. Moi, j'achète les métriques. Par contre, il faut, pour moi, c'est des bad smells. En gros, ça veut dire que ça sent pas bon. Mais c'est pas parce que ça sent pas bon que c'est forcément mauvais. Voilà. Si c'était lié à la performance, on mettrait un petit commentaire, comme j'en ai vu bien souvent, qui dit hey, Sonar, tu m'as pas vu, c'est bon, c'est corrigé. Voilà. Là, comme c'est un truc à côté, que ça met du fun, il y a un petit côté, ouais, ok, j'ai envie de faire bien, voilà, qui commence à venir. Je pense que l'animateur, encore une fois, est là. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait levier sur les bonnes pratiques, plutôt que sur, j'ai envie de dire, la bêtise, quoi. Voilà. La bêtise, ça dure pas longtemps. Si tu gagnes tes points, tes premiers, en 3 minutes, tu t'ennuies. C'est fini. Si ça dure 1 an, c'est qu'au contraire, c'est parce que tu as envie de bien jouer, tu as envie de machin, etc. C'est ma vision. Donc, justement, une question qui se rapproche un peu avec les métriques. Donc, vous vous appuyez sur des différents outils, okay. Mais pour revenir justement faire un pendant avec le Ratchkit, celui qui n'a pas envie de s'intégrer dans le portail, dans votre gaming, comment vous faites, parce que même si ça ne sert pas d'outil de performance, mais pour suivre le collaborateur, parce qu'en fait en même temps ça permet de suivre les collaborateurs, de voir un peu leur façon de travailler, leur façon d'évoluer dans l'écosystème. Sinon à quoi ça vous sert, à part juste faire jouer le non, mais il y a 2 concepts. Il y a la gamification, donc ça c'est l'accélérateur de l'accélérateur, et tu as le retour individuel. Alors, je ne sais pas si tu jettes les métriques, ou si tu jettes pas les métriques, si tu jettes le retour individuel. Moi, dans l'équipe, je vais analyser mes métriques, même si mes métriques ne servent pas vraiment à dire si le mec développe pas ou pas, c'est pas le débat. Mais je m'appuie quand même sur des choses pour savoir où on en est, pour avancer. Si j'ai un collaborateur qui rentre pas dans ce qui fait que des violations, par exemple, c'est ça? Ouais. Actuellement, l'outil n'est pas fait pour ça. Ok. Voilà. Donc, on l'a l'info. On pourrait dire ce collaborateur, il fait que des violations. C'est dans l'outil, mais tu pourrais le retrouver avec ton sonar, avec ton machin, etc. Oui, mais c'est ma lecture humaine après. Tu vas être obligé de le faire. Actuellement, l'outil n'est pas fait pour ça. Voilà. Donc, et le parti pris que nous on a pris côté Soprasteria, c'est surtout pas l'utiliser pour ça. Alors je suis pas là pour taper sur le. Ça peut amener probablement un paquet d'infos qui pourraient être pertinentes à analyser, effectivement, pour dire, toi, il faut que tu t'améliores là-dessus ou quoi. Aujourd'hui, on n'a pas pris cette optique-là, parce qu'à partir du moment où tu dis ça, ça veut dire que tu commences à lier à la performance. Mais tu vois, voilà, c'est l'animateur pour nous qui est... Ouais, mais du coup, d'avoir que des développeurs qui rentrent dans le gaming... Il faut qu'il y ait un tech lead, quoi. Mais ça reste un tech lead, ça reste un développeur. Okay. Il est l'heure de manger, non? Une dernière question peut-être,
On a le temps pour une dernière question et ensuite il y aura 45 minutes de pause pour aller manger jusqu'à la prochaine conférence. C'est cool. Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé la première partie avec les pouces positifs. Ça m'a paru très humain. La deuxième partie me paraît beaucoup moins humaine et ça me dérange qu'on puisse ramener un développeur à juste un tas de métriques. Ça me dérange vraiment énormément. Et je me posais la question de la dette technique. On la ramène là simplement à la partie immergée, c'est-à-dire ce qui est capable de voir un analyseur de code, mais on ne parle pas de la dette de conception, de la dette algorithmique, et ça, c'est là la vraie valeur ajoutée du développeur, et elle est reniée. Donc le développeur qui bosserait sur des tâches de fond comme ça est ramené à quelques métriques. Et sa performance à la fin du mois, elle est évaluée comme ça me. Non, on a peut-être mal été compris. C'est le premier étage de la fusée. En fait, on les renie pas, ces valeurs. Par contre, actuellement, moi, je connais pas d'outils qui permettent de les mesurer automatiquement. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, il y a plein de gens qui veulent travailler avec nous et qui nous demandent qu'il y ait un humain qui mette le pouce vers le haut, le pouce vers le bas. Tu fais une revue de code. Quand tu fais une revue de code, tu fais ta revue de code, tu mets un commentaire. Tu pourrais mettre un pouce vers le haut, pouce vers le bas. Il y a des outils qui te permettent de faire ça, quoi. Voilà, donc c'est pas encore là, mais l'idée est bien sûr d'aller vers ces notions. Et au contraire, moi je pense qu'en évacuant tous ces côtés techniques de l'inter, etc., ça promeut ces autres concepts. C'est ce qu'on a vu, quoi. Tu vois, au contraire, quoi. C'est-à-dire que là c'est fait. Maintenant, on peut bosser. Et maintenant, il y a des gens qui veulent prendre ces autres concepts dans les revues de code et les intégrer dans la gamification parce que c'est fun. Après, si tu trouves que c'est pas fun, tu rentres pas dans le salon. et effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça ne remplace pas quoi que ce soit aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ça, c'est des choses à valeur ajoutée. Et au contraire, l'outil-là va permettre de mieux développer en tant que tel. Ça va laisser du temps pour, par exemple, un lead tech pour faire des revues à plus forte valeur ajoutée. Et je pense qu'une revue de conception, ça a une valeur ajoutée quand même un peu plus forte que juste analyse du code en soi. Mais ça ne remplacera pas. Ça ne remplace pas. Et la deuxième chose, c'est que, une nouvelle fois, on ne lie pas ça à la performance. Donc la performance à la fin du mois, elle n'est certainement pas liée à ça. Surtout pas. Merci. Donc vous disposez de 45 minutes pour aller manger en bas. Merci.